On va résumer le chapitre 29 du livre La promesse de l'aube de Romain Gary. Donc Romain Gary raconte dans ce chapitre comment se passe du coup son incorporation à Salon de Provence. Donc il était parti de là-bas pour partir en formation de sous-officier et il revient comme simple caporal. Donc il a dit qu'il apparaît au plus pressé et au plus important, il a sauvé la France aux yeux de sa mère, mais il n'a pas sauvé sa peau, il n'a pas sauvé son problème à lui. Il revient parmi les simples soldats et il se retrouve à être commandé par des gens qui ne sont pas des officiers, alors que quand il en est parti, il était prédestiné à le devenir, donc les gens ne lui donnaient pas d'ordre et avaient un certain respect pour lui. Et comme il revient en simple soldat, il se fait malmener, insulter, ou par exemple son travail c'est tout le temps d'aller nettoyer les toilettes. Mais il dit finalement que par rapport au fait d'avoir dû revenir chez sa mère sans galon ça veut dire sans son signe de réussite comme sous-officier, les brimades et les vexations dont il était l'objet, c'était pas quelque chose de dramatique par rapport à ce qu'il avait vécu avant, et il dit c'était même distrayant pour lui. Alors on peut douter quand même qu'il trouve ça très distrayant, mais certainement qu'un peu par fierté il écrit ça. Il dit quand même que malgré tout, il n'était pas malheureux parce qu'il s'était fait des amis dans la population civile et que la région où il y avait sa base militaire, c'était une belle région et qu'il sortait régulièrement pour aller se promener. Et puis il a eu la chance quand même que deux sergents, un qui s'appelait Christ et l'autre Blaise, finissent par réaliser qu'il avait un brevet de pilote et du coup il a été assigné à la formation de tir en vol. Donc il forme d'autres soldats à tirer en même temps qu'ils volent. Et il dit que la guerre a débuté à ce moment-là, que lui, entre guillemets, la guerre l'a attrapé en plein vol. Et en fait, c'était un moment assez joyeux pour lui parce qu'il était persuadé que la France ne pouvait que gagner, que le destin devait bien ça à sa mère dans un sens, que elle avait tellement d'espoir et d'amour pour la France que ça aurait été un sale coup que la France ne gagne pas. Donc c'est à ce moment-là que sa mère est venue lui dire au revoir à Salon de Provence avec le fameux taxi de Rinaldi, hein. C'est dans les tout premiers chapitres. On se rappelle, c'était quelqu'un qui avait été associé à elle. Et donc elle débarque là-bas avec plein de choses dans le taxi, du jambon, des confiseries, des cigarettes, etc. Mais en fait, le but de sa mère, c'est d'offrir tout ça à son commandant. Et lui, il dit évidemment, on n'est pas dans ce qui a peut-être été l'armée russe il y a 100 ans, et ça ne se fait pas du tout de se pointer comme ça à la caserne et de vouloir rapporter un bakchich au commandant. Donc il réussit à tirer sa mère hors du regard de tout le monde, parce qu'en plus elle fait tout ça euh, devant le café où il y a tous des troufions, ça veut dire des soldats qui sont attablés, et évidemment il se moque de lui de voir sa mère débarquer comme ça. Sa mère lui dit quand ils sont à part, donc ils se mettent tous les deux sur une pelouse là où il y a les avions, il dit d'ailleurs c'est assez marrant que sa mère a inspecté les avions. Elle a fait un tour comme ça pour regarder si les avions étaient en bon état, comment elle les trouvait, et il a dit que sa mère avait un air de propriétaire qu'il n'a pas trouvé même quand il a assisté à la revue des troupes par la reine d'Angleterre. Il dit que même la reine d'Angleterre, elle n'avait pas l'air autant que sa mère de posséder tout ce qu'elle voyait. Donc elle lui dit entre autres qu'il faut marcher sur Berlin. Il dit c'est quand même dommage qu'on n'ait pas écouté ma mère parce qu'elle avait un certain sens de l'offensive. L'offensive, ça veut dire d'attaquer, de pas être passif, quoi. Et en plus, elle avait un caractère à motiver n'importe qui. Donc il explique que sa mère fait le tour des avions, lui dit qu'il faut marcher sur Berlin, etc. Et au milieu, elle lui dit mais quand même, tous ces avions, ils n'ont pas de toit. Alors il faudrait quand même que tu mettes une écharpe pour pas attraper froid à la gorge. Et lui, il lui fait remarquer qu'il part à la guerre, donc c'est peut-être pas ça le pire d'attraper une angine. Et elle lui dit d'un air certain que lui, de toute façon, il ne lui arrivera rien. Et là, il se passe quelque chose d'un petit peu étrange. Il dit que, en fait, il croit qu'effectivement sa mère a raison, mais ça le fâche parce qu'il trouve que du coup, ça lui enlève un petit peu son côté héroïque. Comme il risque rien, ça fait de lui plus un grand héros. Ça l'empêche de devenir un héros. Donc il se fâche et il dit, mais il y a quand même pas un aviateur sur 10 qui va finir la guerre quand même. Elle devrait être un peu plus inquiète que ça. Mais évidemment, sa mère, c'est jamais à moitié, donc elle est pas d'un coup plus inquiète, elle est d'un coup complètement la lèvre qui tremble, le cœur brisé. Et donc lui, il se retrouve à devoir la rassurer et lui dire, non mais c'est bon, il va rien m'arriver. Et il voit qu'elle est prise d'une lutte intérieure. Et en elle, elle est en train de se demander quoi faire. Et puis elle fait une concession. Et c'est rigolo évidemment, parce que c'est pas elle qui décide quoi que ce soit, hein, ni de la vie, ni de la mort de son fils, ni de ce qu'elle peut vouloir accepter de concéder. Mais en tout cas, elle dit, bon, tu seras peut-être blessé à la jambe.
Et là, il dit quelque chose, il dit les dieux. Il dit c'est quand même fou que l'homme se retrouve toujours à cette position où c'est pas lui qui décide de son destin. Et finalement, il dit les dieux, ils vont quand même pas être plus insensibles que le chauffeur Rinaldi ou que les vendeurs du marché de la Buffa. Lui aussi va quand même, enfin lui, eux, parce qu'il dit les dieux dans ce passage-là, les dieux, ils vont quand même avoir pitié de sa mère et les dieux ne peuvent quand même pas jouer avec les cœurs des mères en utilisant des dés pipés. Des dés pipés, c'est des dés qui tombent sur le chiffre qu'on a choisi à l'avance. C'est des dés pour les tricheurs en fait. Donc il finit par dire « Bon d'accord, maman, c'est entendu, il ne m'arrivera rien ». Et là, il croise le capitaine Moulignat, qui est son chef de division. Et là, il a la très mauvaise idée de dire que c'est lui qui commande son unité. Et alors sa mère, évidemment, elle débarque rapidement au taxi et elle lui rapporte jambon et compagnie. Il est un peu surpris, mais du coup, Romain Gary, il lui lance un regard, l'air de dire qu'est-ce que j'y peux, quoi. Et du coup, c'est un saint syrien, c'est quelqu'un qui sort d'une école où apparemment les gens ont beaucoup de savoir-vivre, d'après lui. Et il accepte très poliment tout ça, et il raccompagne sa mère, il l'aide à monter dans le taxi, il la salue, etc. Et sa mère regarde Romain pendant qu'il la raccompagne au taxi, avec l'air de dire « Ah bah tu vois, je m'y connais mieux que toi en savoir-vivre ». Et évidemment, quand le taxi démarre, il voit le visage de sa mère changer, et elle a beaucoup de peine de laisser son fils. Ensuite, il y a un très court paragraphe qui parle d'une jeune fille hongroise. Ce paragraphe, il dit je suis obligée de parler de quelque chose, mais c'est au-dessus de mes forces parce que la blessure est trop récente, la blessure a 20 ans. Encore une fois, c'est ironique, c'est une façon de dire que peu importe le temps qui passe, cette blessure-là ne peut pas se guérir avec le temps. Et il dit en fait, j'ai aimé une fille qui était logée à l'hôtel pension Mermont, qui s'appelait on ne sait pas, il y a même pas son prénom d'ailleurs. J'ai aimé une jeune hongroise et elle est partie voir sa famille à Budapest, elle n'est jamais rentrée, la guerre nous a séparés et je ne peux pas en dire plus. Heureusement, quand j'écris, j'ai une grave otite, c'est pour ça que j'ai réussi à écrire ces mots, parce que ça aurait été malhonnête de ne pas parler d'elle, mais c'est tellement douloureux qu'il faut que je sois anesthésiée par une douleur physique pour ne pas retenir cette douleur sentimentale. Et c'est un paragraphe vraiment très court, hein. Ça dure quelques lignes et c'est terminé, il n'en parle plus. Et je me rappelle qu'il ne va plus en parler plus loin dans le livre, mais moi je peux vous en parler parce que, je sais pas, par hasard un jour j'ai trouvé un article là-dessus, parce que quand je vois des choses au sujet de Romain Gary, je les lis. Et cette jeune Hongroise, en fait, c'était une fille qui était schizophrène. Elle était malade et ce qui s'est passé, c'est que sa famille l'a récupérée et l'a fait enfermer. Elle a été enfermée dans un asile, surtout qu'à l'époque, les asiles, c'était vraiment pas... Déjà maintenant, on peut trouver à redire sur les hôpitaux psychiatriques, mais à l'époque et en Europe de l'Est, c'était vraiment pas... On peut dire que c'était pas un lieu de soins et de bienveillance, quoi, pour résumer. Bref, cette jeune fille a été enfermée là-bas. Et pour la petite histoire, Romain Gary lui a envoyé des tonnes de lettres. Il lui a écrit très régulièrement, pendant des années, jusqu'à la fin de sa vie, il me semble. Et sa famille ne lui a jamais donné les lettres qu'envoyait Romain. Elles ont été retrouvées, je ne sais pas où. En tout cas, elle n'a jamais reçu les lettres de Romain Gary, mais elle a écrit toute sa vie une seule lettre pour Romain Gary qu'elle a recopiée, recopiée et recopiée. Et elle a écrit cette même lettre pour lui un grand nombre de fois aussi. Donc lui ne le savait pas, mais l'histoire a retrouvé la trace de cette jeune Hongroise. Et ça, c'est la réalité, c'est pas le roman, c'est les recherches des historiens. C'est quand même quelqu'un, Romain Gary, qui a une vie extrêmement romanesque. On peut dire qu'il est grandiloquent, qu'il fait des grandes histoires dans ses livres, mais il a vraiment eu une vie comme ça. Peut-être qu'à l'occasion, je parlerai aussi de sa relation avec Jean Seberg, qui a été sa deuxième épouse, et qui se battait pour les droits des Noirs américains. Mais on est tout à fait hors sujet, donc j'arrête le résumé du chapitre 29, et j'ai encore un petit peu de temps pour en lire un suivant. Fin du résumé du chapitre 29. On va résumer le chapitre 30 de La promesse de l'aube. Donc Romain Gary est transféré à Bordeaux-Mérignac et il devient instructeur de navigation. Il fait beaucoup d'heures de vol et il a une solde, c'est-à-dire un salaire qu'il considère comme étant suffisant. Il se considère heureux. Donc il a toujours un petit peu cette forme d'ironie et d'autodérision. Il dit qu'en plus il a 2 pyjamas de soie, ce qui lui paraît être un grand signe de richesse. Et on voit un peu plus tard que en fait ces 2 pyjamas de soie, c'est une fille qui les a volés pour lui dans un magasin qui a eu un incendie. Et du coup les vêtements ont toujours senti un petit peu une odeur de saumon fumé.
Mais il semble satisfait de sa situation. Il dit qu'il réussit enfin à se forcer à fumer des cigares, ce qui pour lui est un signe de réussite. Et il se rapproche de ce qui était pour lui la réussite selon sa mère, de devenir un homme du monde. Ensuite, il raconte qu'il a eu un accident parce qu'à cette époque-là, il y avait des Polonais dans l'armée. C'est la guerre. Il dit même avec des amis que ils se faisaient la blague entre eux de dire qu'il fallait en profiter parce que la guerre ne durerait pas éternellement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est des gens qui adoraient la guerre, mais en fait, comme c'était la guerre, et ben les soldats étaient beaucoup sollicités, ils avaient du prestige. Et ce qui veut dire, c'est que eux ne réalisaient pas à quel point d'abord il y avait une vraie guerre qui était en cours et ensuite qu'ils allaient la perdre. Enfin, ils ont fini par la gagner en 45, mais entre deux, la France a perdu quand même avant de gagner. Donc il explique que les Polonais étaient mal vus parce que la Pologne et l'Allemagne, ils étaient accusés un peu d'être des espions, etc. Et que par exemple, à chaque fois qu'un officier polonais allumait une cigarette, les autres l'accusaient de faire des signaux lumineux pour donner des informations à l'ennemi, par exemple. Et en fait, ils ont décidé que quand il y avait un instructeur avec un Polonais, il fallait un traducteur. Lui, parlant polonais, il était debout entre les deux personnes qui volaient à bord de l'avion. Donc, il traduisait ce que disait l'instructeur au Polonais qui était l'élève, et il traduisait ce que disait l'élève à l'instructeur. Et évidemment, cette très mauvaise méthode d'apprentissage a fait qu'ils ont fini par avoir un accident, surtout qu'en fait, il explique que l'instructeur parlait en utilisant des insultes à l'élève polonais, lui les traduisait. Et bref, ils ont eu un accident, le polonais s'est encore excusé. Dans toute cette aventure, ça s'est terminé avec un accident qui a coûté à Romain Gary son nez. On lui a dit que ce n'était que superficiel, mais il a eu très mal pendant 4 ans, ça lui donnait même des migraines, et il ne s'en plaignait pas parce qu'il avait peur d'être recalé de l'armée en fait. Mais apparemment, 4 ans plus tard, il va encore avoir un accident qui va lui tomber sur le nez, et on va lui refaire le nez, cette fois ce sera fait correctement. Donc, en dehors de ses heures de vol officielles, il en fait d'autres de temps en temps, il a toujours pas son truc de sous-off apparemment. Donc, il consigne ses heures de vol qui ne sont pas reconnues par l'armée sur un autre cahier qui fait signer à un commandant qui est assez complaisant en se disant que si la guerre continue, ils vont finir par manquer de sous-officiers et il pourra aller combattre et tirer comme pilote attaquant dans les airs. Il est en train de s'occuper de tout ça quand il reçoit un télégramme en disant que sa mère est gravement malade et qu'il doit venir immédiatement. Donc il parle un petit peu de ce passage, ça dure quelques paragraphes, où il dit qu'en fait, il fait semblant de ne pas être touché, mais pour lui, c'est comme si d'un coup le monde était inhabité. De penser que le monde puisse exister sans la présence de sa mère, ça lui fait un vide terrible. Après, il fait un espèce de jeu de va-et-vient. Il commence par nous dire que si sa mère mourait, ça aurait été un drame parce qu'il n'aurait pas eu le temps de rétablir la balance, de peser de tout son poids pour faire en sorte que les injustices qu'avait vécues sa mère soient contrebalancées. Et puis il nous dit, mais c'est parce que j'étais jeune à l'époque que je pensais ça. Maintenant, je suis un vieil homme, donc c'est bon, vous m'avez compris, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ce qui sous-entend à ce moment-là, c'est que maintenant qu'il a vieilli, il n'est plus un jeune homme naïf qui pense que la vie compense les injustices. Il a intégré l'idée d'injustice. Et à la fin, il revient encore dans l'autre sens. C'est ce que je dis, il fait des va-et-vient. Il dit d'abord, je voulais contrebalancer les injustices. Après, rien ne peut contrebalancer les injustices. Et à la fin, il dit, de toute façon, en vérité, j'y crois encore. Je suis désolée de l'avouer, mais en réalité, je ne suis pas capable de désespérer. Donc du coup, il prend le train pour aller à Nice. Le train, c'est un train bleu. Et dans le train, le moral est très bas et il entend des gens autour de lui dire que finalement, on a mal jugé Hitler, c'était quand même un mec bien. Et que finalement, c'est les Anglais qui nous ont attirés dans cette guerre et qu'on n'aurait pas dû les suivre, qu'on aurait dû se ranger du côté d'Hitler. Donc, sur ce, avec son moral très bas, il arrive à l'hôtel, il monte dans la chambre au 7e étage. Sa mère a choisi la plus petite chambre en forme de triangle pour elle parce qu'elle veille aux intérêts du gars qui lui a donné la gestion de l'hôtel. Donc, elle garde les plus belles chambres pour ses clients. La chambre est complètement faite, inhabitée. Et là, il commence à paniquer. Il va voir la concierge qui lui dit que sa mère est à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital et il trouve sa mère enfoncée dans l'oreiller, très mal en point, le visage creusé, amaigri, etc. Il reste à peu près 1 heure ou 2 sans lui parler.
Au bout d'un moment, elle lui dit d'ouvrir les rideaux et il comprend qu'elle veut encore une fois regarder ses yeux, donc il tourne ses yeux vers la lumière parce que sa mère adore regarder ses yeux et il dit: «On reste un moment tous les 3». Alors pourquoi tous les 3? Si on a suivi le livre depuis le début, on sait que Romain, il a eu un père que lui n'a pas connu ou très peu, ou quasiment pas d'ailleurs, et sa mère adore, aime passionnément le père de Romain. Et quand elle regarde les yeux de son fils, ça lui rappelle les yeux de l'homme qui a été donc le père de son fils. Et c'est pour ça qu'il dit on était tous les 3 dans la pièce. Il y avait une question comme ça de qu'est-ce qu'il y a de fusionnel et c'est aussi là-dedans qu'on voit que c'est un peu confondant parce que lui, il ne sait pas comment combler le vide qu'il y a chez sa mère, l'absence de son père, qui est donc du coup l'absence d'homme dans la vie de sa mère. Il voit que sa mère s'inquiète. Elle lui dit d'ailleurs: «Il faut que tu épouses la Hongroise, il faut que tu la retrouves». Lui, il dit qu'il n'a plus de nouvelles et sa mère, est en train de manigancer quelque chose. On ne sait pas quoi. On le saura à la fin du livre. Moi, je me rappelle parce que je l'ai lu il y a longtemps, mais je ne gâche pas la surprise. Sa mère est en train de préparer quelque chose, de mettre une ruse en place. Il dit: «C'est à ce moment-là qu'elle était déjà en train de mettre ça en route». Donc du coup, il passe des heures dans le fauteuil, à l'hôpital et puis à un moment, il sort et il va rencontrer un menhir. Un menhir, ça veut dire monsieur en néerlandais et l'homme voit la guerre arriver, du coup, il a une fortune qu'il a mis à l'abri en Afrique du Sud. Et là, il y a un passage qui est un peu spécial quand même, parce qu'il dit que le menhir lui demande de lui rapporter une fille. Donc, il le prend pour un proxénète. On sait que sa mère, depuis le début, lui a dit de ne jamais accepter l'argent des femmes. On ne sait pas pourquoi, même quand il était enfant, elle lui fait jurer de ne jamais devenir un proxénète. Lui, il dit: «C'est un peu vexant parce qu'on m'a souvent, proposé ça dans ma vie, alors que quand même j'ai toujours eu l'impression d'être un homme très distingué». Lui, il pense avoir la classe et les autres le prennent pour un maquereau, ils trouvent que c'est un peu vexant. Donc ils vont, lui et ce monsieur qu'ils viennent de rencontrer, dans un café, ils boivent un peu. Il dit que lui, l'alcool, c'est un peu comme les cigares, il aime pas trop, mais il se force, parce qu'il pense que c'est nécessaire pour faire de lui un homme. Et puis, il ne sait pas pourquoi, il est là-bas avec sa veste en cuir et sa casquette, et soudain, les gens se mettent à dire que il est le premier as français de la guerre. Évidemment, ce n'est pas vrai. Et les gens lui demandent des autographes, il y a même un moment le patron qui lui demande de signer le menu, etc. Et puis il y a une petite jeune fille qui vient une deuxième fois vers lui. Enfin, c'est la première fois qu'elle vient vers lui, mais elle lui refait la même proposition. Apparemment, cette jeune fille est une prostituée et elle lui demande si elle peut se prostituer pour lui et le suivre de garnison en garnison. Elle lui demande en gros de devenir son proxénète. Ça fait la deuxième fois dans la soirée. Donc le ménère hollandais est ravi, il offre une bouteille de champagne et il propose d'être le premier à apporter sa première pierre à cet édifice. La jeune fille s'en va donc comme ça et elle lui dit de revenir le lendemain au café. Lui n'y retournera pas, mais il a entendu que la jeune fille était revenue plusieurs fois à sa recherche et lui dit qu'il est peut-être passé à côté de l'amour de sa vie. C'est vrai que c'est vraiment bizarre, hein. Moi aussi en lisant ça, je me dis quand même c'est spécial. Il a ni condescendance ni mépris dans le texte, c'est pas ce qu'on ressent. D'ailleurs, il dit même que ça aurait pu être l'amour de sa vie, donc il n'a pas de mépris envers cette jeune fille. Il n'a visiblement pas d'aspiration ni de prétention à devenir proxénète, au contraire, il trouve que c'est un peu vexant. Mais il décrit ce monde, ce milieu, avec ces mœurs-là. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu interpellant. Donc le chapitre se termine et il retourne quand même dire au revoir à sa mère qui insiste encore une fois pour qu'il épouse la jeune fille hongroise. Sa mère lui demande si elle a de l'argent parce qu'il va falloir quand même qu'elle puisse recevoir quand il donnera des réceptions évidemment parce qu'elle considère que son fils va devenir un homme du monde. Et lui il proteste, il dit que ce n'est pas ça qui est important et qu'il n'en sait rien et puis sa mère insiste et elle dit t'inquiète pas c'est moi qui en parlerai à ses parents. Encore une chose étonnante à la fin du chapitre, sa mère le bénit, et elle le bénit en faisant un signe de croix sur lui. Il dit que sa mère était juive, mais finalement tout ça, ça n'avait pas d'importance, parce que dans la vie, il faut bien s'exprimer. C'est encore un petit point sur lequel on se pose la question un petit peu de la position de Romain Gary par rapport à la religion. Il parle beaucoup de Dieu, il aspire à une justice divine, tout en même temps en se révoltant de ce manque de justice divine. Et là, on voit que par rapport à un geste religieux, il a aussi beaucoup d'indulgence. Il dit c'est normal, on ne peut pas rester
sans moyen d'expression, et certainement qu'une bénédiction ou une prière, quand sa mère en avait fait une, c'est quelque chose de nécessaire. Et la toute fin du chapitre, il dit que finalement c'est ce jour-là que le courage de sa mère est passé en lui. Et ce courage lui a rendu la vie difficile parce que ce courage lui a défendu de désespérer. Et c'est la fin du résumé du chapitre 30. On va résumer le chapitre 31 du livre La promesse de l'aube de Romain Gary. Alors ce chapitre est très long, j'ai même pas réussi à le lire en entier, je vais quand même essayer de le résumer correctement, mais c'est un chapitre qui parle de la guerre avec beaucoup de noms techniques, le nom des avions, le nom des généraux, le nom des batailles qui ont eu lieu à cette époque. Et moi l'histoire c'est pas trop mon truc, l'armée j'y connais rien du tout, donc je vais résumer de mon mieux, mais je conseille les personnes qui sont intéressées par cette période de l'histoire ou qui sont capables de mieux la comprendre que moi, d'aller la lire par eux-mêmes. Je résume pour les lecteurs lambda, avec des mots simples, ce qui se passe dans ce chapitre. Donc, on est en juin 1940. Apparemment, la France est en train de perdre de toutes parts, intérieures et extérieures, mais Romain Gary, lui, l'idée que la France puisse perdre lui est tout à fait inenvisageable. Il a été blessé apparemment quand il accompagnait un convoi, il a pris un éclat de munitions dans la jambe, mais il ne se l'est pas fait enlever parce qu'il trouvait ça cool. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais avec les mots de l'époque, mais il trouvait ça, que ça faisait très homme de s'être pris un éclat de balle. Il dit maintenant que j'ai vieilli, je pourrais me la faire enlever, j'ai plus besoin de reconnaissance avec un éclat de balle, mais j'ai pris l'habitude de vivre avec, donc je la garde. Il explique un passage où il a sécurisé la ville de Bordeaux en faisant des vols à basse altitude pour permettre au général Pétain de signer un genre de trêve ou de paix avec l'ennemi. Et il explique ça, et c'est très intéressant, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, la France était en guerre contre l'Allemagne, et lui, il était contre les défaitistes. Les défaitistes, c'est ceux qui considéraient qu'on avait perdu et qu'on devait se soumettre à Hitler. Lui, il considérait que la France était grande et forte et qu'Hitler était méchant, donc qu'il fallait se battre contre lui. Il avait raison, au moins pour la seconde partie. Mais ce qui était compliqué, c'est que apparemment les généraux ou certaines personnes étaient contre et considéraient que finalement Hitler c'était un moindre mal et qu'il fallait se protéger de la cinquième colonne, et si j'ai bien compris, c'était des communistes dont ils se méfiaient. Et finalement, pour permettre aux grands dignitaires de se rencontrer et de trouver comment faire la paix entre la France et l'Allemagne, sachant quand même que la paix c'était plutôt une reddition du côté français parce que l'Allemagne avait le dessus, il demandait à l'armée d'assurer la sécurité et la stabilité. Et là, Romain Gary, il dit que donc lui, il faisait ça parce qu'on lui avait demandé de le faire. Il faisait des vols à basse altitude, au ras des maisons. Et il dit, et si j'avais vu à cette époque des gens qui s'étaient rebellés ou qui avaient pris les armes ou qui avaient protesté, il dit, je les aurais abattus. Et là, c'est vraiment un point très important qui montre que la guerre, c'est quand même quelque chose de très trouble, parce que lui, il est contre la défaite. Et finalement, les gens qui se seraient manifestés ou qui auraient tenté de tenir tête, ils auraient partagé les idées de Romain Gary, mais lui les aurait tués. Heureusement, ça ne s'est pas trouvé, parce que lui, il pensait obéir aux ordres qui avaient pour but de continuer la guerre contre Hitler. Il n'avait pas compris à ce moment-là que les ordres qu'on lui donnait étaient pour terroriser la population, pour éviter que les gens s'opposent à ces signatures ou à ces rendez-vous. Ça, c'est quand même un point qui est assez intéressant, parce que pour les gens qui ont vécu la guerre de l'intérieur, ce qui n'est pas notre cas, nous on n'était pas nés, même moi qui suis peut-être plus vieille que ceux qui doivent lire le livre pour l'école, j'étais quand même pas née. En tout cas, pour ceux qui étaient à l'intérieur, ça montre que c'est pas blanc ou noir, c'est pas facile d'être dans le camp des gentils ou dans le camp des méchants. Même par exemple, quand on veut continuer à combattre Hitler, on peut se retrouver à abattre des résistants. Pour dire que c'est trouble et que c'est pas facile de s'y retrouver. Donc ensuite, il explique que lui, il a toujours cru à de grands hommes, de grands généraux, de grands combattants, et il a toujours voulu servir justement des grandes causes. Et il est allé de déception en déception. Et là, il cite plein de généraux, j'en connais aucun, à part Pétain, donc en disant qu'à chaque fois, il a voulu se rallier comme ça à un grand homme qui avait l'air exceptionnel, et à chaque fois, soit il perdait, soit il se rendait, et lui, il allait
de déception en déception, mais malgré ces déceptions, ça ne l'empêchait pas qu'il continue à y croire et qu'il continue à s'accrocher au suivant, jusqu'à ce qu'il arrive au général de Gaulle, qui lui n'a effectivement pas accepté la défaite. Il dit quand même qu'il a vu des choses assez horribles et qu'il aurait dû être plus méfiant. Il dit par exemple, l'affaire Dreyfus, c'était quelque chose de tout à fait honteux et ça a été porté aussi par des grands noms, des grandes figures et des gens qui avaient beaucoup de prestige. L'affaire Dreyfus, pareil, je ne connais pas les détails, mais il dit finalement, quand il s'agit de déshonorer un juif, tous les moyens sont permis et que les chefs militaires ne s'en sont pas privés. Parce qu'il y avait quand même une grosse part d'antisémitisme à cette époque. Et il dit par la suite que ce qu'il a vu à Dien Bien Phu, ou alors en marge de la guerre d'Algérie, donc c'est des exactions commises sur la population, c'était bien fait par l'armée française quand même. Et il dit que lui, quand il a vu ça, il a été absolument écœuré, scandalisé, traumatisé, parce que pour lui, l'armée française n'était pas capable de faire des horreurs pareilles, et que ça, comme Dreyfus, ça a toujours été pour lui un grand choc. Il dit au final qu'il était bête et qu'il l'est demeuré. Il était bête à tuer, bête à vivre, bête à espérer et bête à triompher. C'est pour montrer que finalement, c'est dans cette persévérance qu'il s'est retrouvé presque par hasard du côté des résistants et de ceux qui ont continué le combat. Il y a peut-être une part quand même de modestie parce que il y a quand même quelque chose dans la nature humaine qui fait qu'en général, l'humain a quand même tendance à se mettre en sécurité ou à se tenir loin des choses qui sont dangereuses et qui le menacent. Lui, il n'avait pas ça. Il mettait toujours ses idéaux au-dessus de sa propre vie. Mais par contre, ce qui montre et qui est tout à fait juste, c'est que même quand on choisit ses idéaux, des fois on les choisit mal, même quand on est quelqu'un de bonne volonté. Donc ensuite, il raconte que lui et ses amis, ils étaient frustrés parce qu'il y avait la guerre, que la guerre, elle se menait sur un front loin d'eux et que eux ne pouvaient pas combattre. Ils ne pouvaient pas combattre parce que leur chef était en train de signer une paix et la paix qui avait lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait ce que c'était. C'était une paix avec Hitler dans laquelle, au final, la moitié de la France a été cédée à l'Allemagne, c'était la partie occupée. En dessous, il y avait une partie qui était considérée comme libre, mais finalement, même dans cette partie libre, ils exécutaient les ordres qui venaient d'Allemagne, et par exemple, ils livraient les gitans, les juifs, les résistants, etc. Donc c'était pas vraiment une paix, c'était plutôt une défaite. Donc lui, il refusait de participer à ça, et il voulait partir en Angleterre. Il raconte qu'il était avec 2 amis pour partir en Angleterre, et il suivait un général qui s'appelait Degache. Et ce général Degache, il était très classe, il avait des vêtements chers, des vêtements Vuitton, il me semble, et il dit, il représentait très bien la vieille France catholique. Avec eux, il y avait un proxénète, encore un, et il y avait aussi un brave père de famille qui disait qu'il avait le cœur brisé d'abandonner sa femme et ses enfants. Et donc, ils étaient ces 3 jeunes qui devaient suivre le général Degache pour partir en avion pour rejoindre l'Angleterre. Il dit que ça montre que c'était des gens complètement différents les uns des autres. Et finalement, ça leur donnait encore plus le sentiment que leur cause était sacrée, que finalement l'important c'était pas qui ils étaient, mais quelle cause ils défendaient. Donc du coup, il y avait un avion tout neuf que personne n'avait jamais conduit, et c'était le général Degache qui devait le conduire. Peut-être que cet homme était célèbre, moi j'en sais rien. En tout cas, il devait monter dans ce fameux avion, lui, avec le proxénète, le père de famille et le général. Et ils devaient faire un tour de piste, se poser pour laisser repartir le mécanicien et filer en Angleterre. Entre-temps, il y a sa mère qui l'appelle, il y a un gars qui arrive en vélo à toute vitesse qui dit « Venez vite à la tour de contrôle, votre mère veut vous parler ». Et lui, pendant qu'il va répondre à sa mère, il dit « Je ne sais pas comment la voix de ma mère est arrivée jusque-là alors que même les télécommunications étaient coupées ». En tout cas, il est arrivé dans la tour de contrôle pour prendre la communication de sa mère et l'avion s'est crashé. Et il dit que depuis ce jour-là, c'était la première fois qu'il voyait une colonne de fumée monter au-dessus d'un avion qui s'était crashé, mais il allait en voir des centaines, parce qu'après il a fait la guerre quand même, il n'est pas toujours resté avec l'armée qui ne voulait pas se battre. Il dit qu'il a vu des centaines de personnes mourir et que ça lui a laissé un grand vide, parce que d'avoir vu ces jeunes gens qui étaient ses amis disparaître, ça lui a laissé un air absent qui lui est resté toute sa vie. Et il aime se promener dans les grands espaces parce que quand il va quelque part, il veut qu'il y ait de la place autour de lui pour tous les absents qui l'accompagnent. Ça peut nous paraître un peu loin parce que nous, évidemment, on n'a pas connu la mort de si près, on n'a pas vu des jeunes gens mourir, des jeunes gens qui étaient des pères de famille, ou même, bon, non, certains qui étaient par exemple des proxénètes, ou alors des gens de la bourgeoisie, mais peu importe, tous ces jeunes gens qu'il a vus mourir, c'est quand même quelque chose de spécial. Et ce qui se passe dans les guerres, nous, on l'a quand même pas connu.
Et certainement que ça a dû marquer toute une génération. Et c'est intéressant à lire et à entendre. Je suis désolée, j'ai pas pu lire le chapitre en entier parce que pour moi c'est extrêmement saoulant tous ces noms d'avions et de batailles, mais c'est quand même intéressant le ressenti qu'il y a derrière, de se dire que ça a quand même constitué notre pays et puis le monde entier, parce que dans le monde il y a quand même d'autres endroits où il y a de la guerre, mais en tout cas qu'il y a des générations entières qui ont vu mourir des jeunes gens dans les guerres. J'imagine que ça forge des personnalités qui sont différentes de nous qui grandissons quand même dans un monde où la mort, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et c'est en général lié à la maladie ou à des accidents. On ne meurt pas dans des choses aussi violentes que les guerres. Ensuite, j'ai pas lu le reste du chapitre, je suis désolée, j'invite ceux qui sont intéressés à aller le lire par eux-mêmes. En gros, il finit à la fin de ce chapitre par prendre l'avion pour partir en Angleterre. Je vais attaquer la lecture du chapitre 32, mais j'avoue que si c'est tout le temps sur la guerre, je vais avoir du mal à les lire, surtout à voix haute, parce que très sincèrement, ça me saoule. Mais je ferai peut-être pareil, je sauterai peut-être les passages de bataille. C'est pas du tout pour censurer, ni pour dire que ça n'a pas d'intérêt, mais ceux qui ont envie de les lire, je les invite à aller les lire par eux-mêmes. Voilà, fin du résumé du chapitre 31. On va résumer le chapitre 32 du livre La promesse de l'aube. Donc, on a laissé Romain Gary en France, l'armistice est en train d'être signé ou vient d'être signé, et lui n'accepte pas ce qu'il considère comme une défaite, et ce qui effectivement était une défaite dans l'histoire de France. Donc, il cherche désespérément à rejoindre les troupes rebelles qui n'acceptent pas la défaite. Et pour ça, il s'embarque pour partir en Algérie, parce qu'ils ont entendu que l'Afrique du Nord n'a pas signé l'armistice avec l'Allemagne, donc il veut partir là-bas. Il part avec un homme qui s'appelle l'adjudant Delaveau. Apparemment, il vole un avion, mais c'est un avion qui n'est pas assez fort pour traverser la Méditerranée parce qu'il n'a pas assez de réserve de carburant. Donc, il devrait s'écraser avant la côte, 40 km avant la côte. Mais Romain Gary, lui, il dit que ça ne l'inquiète pas parce que il pense que lui, il est le happy end de sa mère. C'est-à-dire que sa mère a vécu une vie tellement difficile que lui, il ne peut être que l'élément qui va contrebalancer les injustices qu'a subies sa mère. Donc il va forcément survivre vu qu'il est destiné à rendre justice. L'adjudant qui est avec lui, il a une autre philosophie, c'est plutôt un on verra bien flegmatique. C'est-à-dire qu'il se dit, bon bah écoutez, on verra bien si on arrive à passer, si on passe pas, bah voilà, on est mort. Et donc ça se passe très bien parce qu'en fait le vent est dans leur dos, donc avec moins de carburant, ils arrivent à Meknès, ou non, pardon, ils arrivent à Alger et après ils vont continuer jusque Meknès. Donc ils arrivent à Alger avec, il dit, une bonne marge de 10 km, donc finalement ils arrivent à bonne destination. Donc là, quand il arrive, en fait, c'est un passage qui est un petit peu compliqué à comprendre parce qu'il dit que sa mère le harcèle. Sa mère n'est pas là, bien évidemment. Elle est restée à Nice, hein, il n'a pas emmené sa mère, mais il parle d'elle comme si elle était là. Et sa mère est furieuse. Elle est furieuse que la France ait eu une défaite et du coup, elle lui dit « Comment ça se fait que tu es ici? Tu mérites même pas d'être un Français. Comment ça se fait que tu n'as pas déjà rejoint les troupes rebelles ?» Évidemment, c'est sa mère dans sa tête, c'est pas sa mère réelle. Donc il connaît les valeurs de sa mère et il sait que sa mère n'accepterait pas que la France soit en défaite et que son fils s'en accommode. Sa mère voudrait que son fils fasse un coup d'éclat, fasse quelque chose d'extraordinaire et dise à la France de se rebeller et de ne pas accepter cet armistice. Il dit d'ailleurs que plus tard, il entendra parler de sa mère qui, autour du 15-16 juin, soit quelques jours avant l'appel du 18 juin du général de Gaulle, a fait son propre appel. Il dit « Dieu merci, j'étais pas là parce que des moments de honte, j'en ai déjà eu ma dose » et elle est montée sur une chaise devant le stand de légumes de Monsieur Pantaleoni au marché de la Buffa. Et là, sa cigarette à la main, sa cigarette à la bouche, la canne à la main, elle s'est mise à invectiver la population en disant révoltez-vous, n'acceptez pas l'armistice, etc. Elle a même dit rejoignez mon fils qui est écrivain, il se bat en Angleterre. À l'époque, il n'était pas encore écrivain et en plus, il n'était pas encore arrivé en Angleterre, il était juste à Alger. Bref, il dit en tout cas que lui, il sent physiquement la présence de sa mère auprès de lui. Et c'est presque un discours schizophrène, hein, parce qu'il dit qu'elle profite de sa fatigue pour le harceler, alors que bien évidemment sa mère n'est pas là, c'est l'idée de sa mère qu'il ressent. Et il essaye de la fuir et du coup il cherche à trouver un endroit où il sera bien. Donc il part dans le quartier arabe, il se mélange à la foule et il dit que quand il se sent à peu près bien, il réussit à semer sa mère.
mais quand même que cette idée le poursuit et que finalement il arrive harassé dans un café. Donc lui, il est là, il cherche à rejoindre les troupes qui continuent la guerre, et dans ce café, il va vivre une relation qu'il appelle la plus brève histoire d'amour de tous les temps. Donc en fait, il rencontre une barmaid polonaise dont il tombe tout de suite sous le charme parce qu'il dit qu'elle a quelque chose de sans défense qui lui donne l'impression que lui la protège. Il dit c'est une impression qui en réalité n'est pas tout à fait juste parce que lui, il se sent soutenu par elle parce qu'il a besoin de sentir qu'il protège quelqu'un pour se sentir fort. Et en fait, ils se retrouvent tous les deux avec le sentiment à la fois d'avoir besoin de l'autre et d'être utile à l'autre. Ces deux jeunes gens, ils sont tout jeunes tous les deux. Elle a perdu son mari et ses parents dans je ne sais plus quelle bataille de Pologne. Donc il dit qu'ils s'écrasent l'un contre l'autre à la vitesse à laquelle le monde s'écrase à cette période-là. Donc lui dit qu'il va partir se battre en Angleterre. Elle le trouve merveilleux. Elle lui offre sa croix en or qui est un pendentif, une chaîne en or qu'elle lui met autour du cou. Et puis lui, il est tellement emballé de voir cette jeune fille qu'il la demande en mariage. Elle accepte. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Ils montent à l'étage. Et puis ensuite, lui dit bah, « Je vais aller chercher des papiers pour t'emmener avec moi en Angleterre ». Il part par exemple à 2 heures, je crois que c'est à peu près ça, et il rentre à 4h30. Et quand il arrive à 4h30 pour récupérer donc sa fiancée qu'il vient de demander en mariage, elle s'est trouvée quelqu'un d'autre. Elle a trouvé un lieutenant qui lui a tenu un tout autre discours, qui lui a dit que l'armistice est une bonne chose, que grâce à la paix signée avec l'Allemagne, Pétain va sauver la France et qu'ils vont pouvoir se reconstruire et vivre heureux, paisiblement, etc. Il l'a demandé en mariage et elle a accepté. Donc Romain Gary, qui vient de se faire piquer sa fiancée, dit qu'il ne vit pas, il le vit de façon tout à fait dramatique, mais il ne lui en veut pas. Parce qu'il dit que quelqu'un qui vit comme ça un naufrage ne peut pas supporter la solitude. Même si la solitude n'a duré que 2h30, il dit c'est normal qu'elle se soit jetée dans les bras de la première autre personne qui lui a promis de rester. Il est assez fair-play, hein, on peut dire assez bon joueur, il n'en fait pas un drame. Mais encore une fois, il est dévasté. Donc, il part rejoindre un ami qui lui a dit qu'il allait pouvoir lui faire des papiers pour passer en Angleterre. Il part dans la famille de cet ami qui habite apparemment à Meknès aussi. Et quand il arrive, donc il est complètement effondré, perdu, il cherche à partir en Angleterre, il n'y arrive pas, il se trouve une fiancée, elle le quitte au bout de 2h30. Bref, il va très mal, il sonne chez ces gens-là. Et là, il y a une autre jeune fille qui ouvre la porte, qui est la sœur de son amie, qui s'appelle Simone, qui a, d'après lui, les caractéristiques des Françaises de l'Afrique du Nord, qui a des grands yeux noirs, qui a des traits fins, etc. Et c'est reparti, il est de nouveau amoureux. Elle le regarde d'un air grave. Lui, il parle de ses projets de partir en Angleterre pour assurer la résistance. Et elle est complètement amoureuse de lui. Il est amoureux d'elle. Il lui fait encore une fois une demande en mariage, elle accepte, les parents bénissent l'union, tout le monde est content, ils se mettent d'accord que lui va partir en Angleterre et que quand il y sera, elle le rejoindra pour le mariage. Et quelques semaines plus tard, il recevra une lettre en Angleterre de Simone. Là, c'est quand même assez drôle parce que Simone lui écrit qu'elle est absolument désolée, mais elle a épousé un jeune architecte de Casa. Donc c'est quand même la deuxième fois qu'il demande une fille en mariage et la deuxième fois que sa fiancée le quitte pour se marier avec quelqu'un d'autre. Et lui, il dit que ça aurait été pour lui une double, pénible révélation. La première révélation, c'est qu'il est encore une fois quitté. Et la deuxième, c'est qu'il avait oublié Simone. Il avait oublié qu'il devait se marier. Alors c'est un peu risible et en même temps c'est aussi une caractéristique de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il est complètement enflammé, il est fou amoureux, il demande quelqu'un en mariage et puis après comme il est jeune et qu'il est pris dans d'autres soucis ou d'autres préoccupations, il oublie carrément cette jeune fille. Enfin là pour le coup ça tombait assez bien vu qu'ils se sont tous les deux mutuellement oubliés. Ensuite, il repart sur l'aérodrome parce qu'il envisage de trouver un avion pas trop cassé pour le faire réparer par un mécanicien et pour pouvoir s'enfuir à bord d'un avion qui volerait. Voler comme un voleur, je veux dire. Un avion qui volerait aussi, mais un avion qu'il a l'intention de voler. Et donc il cherche en regardant le visage des mécaniciens lequel pourrait être son complice pour pouvoir s'enfuir.
Et à ce moment-là, il y a un avion qui arrive et qui se pose juste à côté de lui. Donc il décide de voler le dit avion. Mais le problème, c'est que c'est un avion qu'il n'a jamais conduit, c'est un avion qui est plus puissant que ceux sur lesquels il a fait ses heures de vol, donc il n'est pas certain de réussir à le faire démarrer. Il monte dans l'avion, il est persuadé que personne ne l'a vu et il essaye désespérément de le faire démarrer. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme des déserteurs. L'histoire aura fait d'eux non pas des déserteurs mais des résistants, mais en tout cas des gens qui s'enfuient de l'armée pour aller rejoindre le général de Gaulle. Donc comme il n'est pas le premier à essayer, en fait il y a des gendarmes postés partout qui sont là pour veiller. Et évidemment, ils l'ont vu. Donc ils se mettent à courir dans sa direction, lui n'arrive pas à faire démarrer l'avion. Finalement, il sort avec le pistolet à la main et il s'enfuit. Les gendarmes, il dit qu'ils ne font pas trop de zèle, en gros, ils le laissent s'enfuir. Et il dit heureusement parce que j'étais dans un état d'esprit de vaincre ou mourir. C'est-à-dire que s'ils avaient essayé de l'arrêter, ils auraient certainement dû l'abattre. Lui-même étant armé et étant plutôt bon tireur, il dit que ça aurait pu être un drame parce qu'il aurait pu déjà se faire tuer et en plus tuer d'autres gens. Mais les gendarmes ne sont pas très zélés et ils le laissent partir. Quand il est parti, il est euphorique, il est fou de joie, il se dit ça y est, maintenant je suis un rebelle, j'ai vraiment déserté l'armée et je vais vraiment rejoindre la résistance. Cependant, il n'a plus sa veste en cuir, alors il se sent seul, il dit qu'il a des problèmes d'attachement, il était très attaché à sa veste, il essaye de se donner un style en fumant un cigare dans un autobus qui est interdit aux fumeurs. Il est assez fier de lui, il dit: «J'ai une tête qui faisait tellement peur que moi-même, quand je me suis vu dans le rétroviseur, j'en ai fait tomber mon cigare». C'est ce que lui, il appelle avoir un air vache. Bref, il s'enfuit comme ça et il finit par faire un plan. Il dit qu'il va partir sur le port parce qu'il y a des paquebots qui embarquent les Polonais pour les emmener en Angleterre. Il y aurait un espèce de passe-droit qui laisserait partir les Polonais pour rejoindre l'Angleterre. Donc il décide d'aller au port et de se faire passer pour un Polonais. Mais comme il vient quand même de s'enfuir de très près de l'aérodrome, plein de gens l'ont vu, les gendarmes, les mécaniciens, donc il veut se faire oublier pour pouvoir, quelques semaines après ou quelques jours, je ne sais pas, rejoindre le port pour mettre son plan à exécution, donc pour embarquer sur un bateau pour l'Angleterre avec les Polonais. Et donc où est-ce qu'il se réfugie pour se faire oublier? Il se réfugie au Boesbier de Myknes, qui est un quartier réservé aux soldats. Et si j'ai bien compris, parce que c'est pas dit explicitement, mais apparemment c'est un lieu de prostitution. Donc il termine avec encore une petite touche d'humour. Il dit que quand sa mère a vu ça, elle s'est fâchée, mais il lui a donné des garanties. Donc je suppose que ça veut dire que il ne va pas là-bas, bien évidemment, comme client, mais il y va comme soldat qui prépare un plan. Et c'est comme ça que se termine le chapitre